Donc on comprend par cette petite expérience sur l'infini, avec l'appareil d'enregistrement optique, on comprend qu'on ne peut pas capter l'infini pour soi-même. Vous êtes aussitôt expulsé de l'infini comme postulat, mais vous pouvez voir quand même autrui et les autres objets, non pas dans l'infini, mais dans les, disons, stades qui vont, ou que nous avons l'impression qu'ils vont vers l'infini, mais vers l'infini uniquement, non pas dans l'infini. Et nous ne pouvons pas voir aller vers l'infini. Nous ne voyons nous-mêmes que dans un stade immobilisé, mais avec un fond des récits sur l'infini. Oui, c'est ça, mais c'est pas convaincant. Pour photographier l'infini entre deux miroirs, le principe c'est que l'un des miroirs au moins soit décalé par rapport à l'autre. Donc l'infini ne se donne que par ce décalage à soi-même. L'infini n'existe pas, ça n'existe que par ce décalage même. Et ce sentiment ou perception de décalage nous donne l'idée de l'infini dans ce niveau optique, bien sûr. Mais même les scientifiques qui utilisent infini positif et infini négatif comme postulat uniquement, parce qu'il ne peut pas faire tout le trajet, donc on postule à la fin de ce calcul un infini, soit négatif, soit positif. Le mien, je ne sais pas, c'est plutôt négatif. C'est mieux qu'avoir une infini en toute cette positivité. Ça serait contraire au concept infini aussi. Ah oui, ça, on comprend un peu la philosophie. Alors si on continue par l'infini ou par les chiffres, par la multiplicité, enfin je suis rentré chez moi et j'ai pris un livre de poèmes de Dağlarca, Fazıl Hüsnü Dağlarca, et il y a un recueil qui s'appelle Dans les chiffres, ou bien dans les nombres. Là, deux fois dans ce recueil, une expression se répète. C'est pas tout à fait ce qui se dévoile de soi-même, mais ce qui ne dévoile que soi. C'est autre chose. C'est dans deux reprises. Deuxième reprise plus claire parce qu'il s'agit d'une renvoi à la nature. Les arbres, par exemple. En printemps, et les arbres se fleurissent ou deviennent verts. Donc, en parlant de cette verdure des arbres en printemps, donc leur renaissance, il dit exactement, il utilise cette expression, l'âge de l'herbe grandit soi-même. Non pas, c'est presque la même chose, par soi-même grandit, par soi-même. Également l'âge de l'homme aussi, ajoute-t-il. D'une part, nous écrivons nos mémoires avec nos mains, mais quel rapport avec la main ou écriture des souvenirs? Moi, j'enregistre presque immédiatement, journalièrement, non pas, même pas mes souvenirs. Une époque, c'était mes souvenirs cristallisés, mais journalièrement. J'essaie d'arriver à moi-même qui va toujours en avant.
c'est-à-dire la vie, autant que nous vivons. Donc, en plus, c'était hier mon anniversaire. Et il ajoute qu'en fait, l'âge aussi grandit soi-même, ou par soi-même, chez l'homme. Donc il y a une méditation sur les différentes conceptions de chiffres, de nombres et d'augmentation et de quantité chez Dağlarca. Dans l'autre reprise, l'expression encore dévoile soi-même, non pas dévoilé par soi-même. Donc, ça ne rajoute pas quelque chose. Même l'écriture, effectivement, en parallèle, ça s'écrit, mais on n'arrête jamais ce qui s'agrandit. Donc, on n'arrive jamais à écrire ce que c'est, mais c'est toujours avec un écart. Voilà. Sur l'infini aussi, je disais qu'il y a un écart de l'infini par rapport à soi-même. Sinon, il n'y a pas d'infini, presque une abstraction, simplement. Quelque chose d'un nom. Voilà. Un nom qui ne correspond pas à quelque chose, mais à un processus incroyablement dynamique qui s'augmente, mais ça dépend par où vous attrapez une portion de l'infini qui est dynamique et qui est bougeant et kinétique et qui change tout le temps, et on n'arrive pas tout à fait à comprendre s'il s'agit de l'infini qui va à l'infini ou qui retourne sur soi-même pour accomplir quelque chose. On a toujours l'espoir, en tout cas dans mes rêves, avant de me réveiller, il y a toujours l'espoir que ce rêve s'accomplit sur une portion qui serait l'exemplaire de l'infini ou l'accomplissement même, c'est-à-dire une forme. On cherche une forme stable, bien qu'il y ait tant de formes qui se paradent devant nous dans nos rêves, en tout cas dans mes rêves, et ces formes plus ou moins abstraites, géométriques, mais on sent qu'il y a une mathématique derrière leur transformation et leur permanence ou successivité, et dans leur changement donc de forme. Il ne change pas de forme, il y a plusieurs formes qui se succèdent. Et avec une variation, je dirais arithmétique, on espère qu'on arrive à une forme plus complexe qui va achever le processus. Mais dès qu'il y a un soupçon d'achèvement, on se réveille. On n'arrive jamais à finir avec l'infini ou avec l'accomplissement qui serait l'exemplaire de l'infini, qui arrêterait le mouvement. Le mouvement ne s'arrête jamais, mais on se réveille. Voilà, je ne peux pas être plus clair, je crois que je me suis exprimé. Autant que la chose m'est dévoilée dans mes rêves, et en plus avec l'aide de Dağlarca, c'est une manière d'exprimer adéquate. Mais Dağlarca, je crois, il est encore dans la supposition d'Aristote, c'est-à-dire dynamisme. Quand il s'agit de la nature de l'arbre se fleurit, il devient vert. Bon, l'homme écrit, ce sont des choses un peu secondaires, des changements de forme, mais ce qu'on ne peut pas arrêter, que l'arbre donne naissance encore, non pas à un autre arbre, mais à soi-même. Ça, c'est interminable. Et je dis en turc, yaş kendini büyür. Deux fois dans le même poème, une fois pour les arbres, deuxième fois pour les hommes. Yaş kendini büyür. Voilà, l'expression presque n'existe pas en turc, mais on comprend comme c'est une mal expression, parce qu'il suffit de dire de grandit par soi-même. Mais non, presque la même chose, mais c'est différent. Grandit le soi-même. Mais dans le premier poème
que je vais lire dans le deuxième rang. Sayıların gizi var. Il y a un secret des chiffres. Kim nice artarsa artsın. Autant qu'ils augmentent. Tek gibi durursa güzel ancak. Quand on dit le chiffre, on comprend tout de suite une multitude, une augmentation. Mais notre intérêt personnel avec les chiffres et notre souhait par rapport aux chiffres, le nombre qui soit unique. Par exemple, j'ai 28 ans. 28 ans, c'est unique. Pendant une année, c'est mon âge. Je la porte. Mais malheureusement, ça change. Ça devient 29 et 39 et 49. Voilà, nous voulons qu'il y ait une cristallisation de ce mouvement interminable qui nous est pas permis d'arrêter, mais ça s'arrête, mais c'est une illusion. Et ça devient beau. Bon, il dit comme ça. Il y a un chiffre, il y a un secret des chiffres. Par exemple, on laisse les chiffres à côté, mais on prend une qualité en multitude. Par exemple, les fourmis. N'est-ce pas? Fourmiller veut dire en français, il y en a beaucoup en fait, beaucoup. Fourmiller de quelque chose. Mais il parle directement des fourmis. Çok karınca değil, karınca çok olunca sevindirir ancak. Qu'est-ce que ça veut dire? Sayıların gizi var, çok karınca değil. Karınca çok olunca sevindirir ancak. Ce qui nous plaît, quand il y a beaucoup de fourmis, moi je comprends plus simplement qu'une seule fourmi c'est seul quoi en fait, il est séparé de son clan. Dans le concept de fourmi, il y a fourmillement. Donc fourmiller, ça veut dire il y en a beaucoup. Il faut qu'il y ait beaucoup de fourmis dans le monde de qualité. Et ça ne paraît pas bizarre parce que c'est la nature des fourmis. Un peu la nature de l'être humain aussi, vivre dans une multitude. C'est beau ainsi, en fait, un homme isolé, c'est comme Dieu, en fait, on déteste, les Turcs, ils disent que la solitude, Einsamkeit, n'appartient qu'à Dieu, ça sied seulement à Dieu, aucun homme ne doit pas être seul, voilà. Les Turcs connaissent très bien ce proverbe d'où vient, je ne sais pas, c'est pas coranique, pas du tout, mais c'est une invitation à l'amitié même, friendship, c'est joli, mais c'est un peu blessant pour les gens qui ont choisi la solitude délibérément. Mais s'ils s'égalent avec Dieu, je ne sais pas, on a besoin surtout dans les villes en fait, on a besoin d'une solitude parce que ça nous équilibre. Voilà, c'est très clair. Dans le village, je n'ai pas vécu beaucoup, pas du tout même. On est seul sans choix. Donc, s'il n'y a pas d'équilibre, là, effectivement, il devrait y avoir une petite communauté, groupement pour danser un dimanche après-midi, je suppose que ça existe encore. En France, des trucs comme ça, des cours de danse, de salsa et tout. Ça c'est une manière d'équilibrer la solitude pour peu de choses et ça coûte pas beaucoup. Bon, les chiffres, quand ils sont trop, pour nous trop, on veut qu'il y en a un pour nous, un nombre pour nous, comme nom propre. Il y a sûrement un autre poème qui va parler par allusion des transformations en chiffres des lettres arabiques dans l'écriture arabique. Donc chacun peut trouver le nombre de son nom propre, comme un peu chez les Hébreux. Je suppose c'est la base du kabbaliste. Bon, et nous voulons qu'il y ait un chiffre qui nous représente.
Moi, j'ajoute cette interprétation, mais pour les fourmis, il n'y a pas un chiffre exact idéal pour une colonie de fourmis. Il faut qu'il soit beaucoup, c'est suffisant. Une subjectivité maximum, ça fait une beauté de fourmis. Voilà, j'ai bien expliqué formellement. Voilà, il y a une réflexion sur les chiffres qui commence à m'intéresser. Peut-être qu'à cause de cette interrogation sur le fractal, est-ce que c'est bien, ça existe bien ou c'est une abstraction, une augmentation en fractal, donc sans que ce soit dans la nature de la chose qui se reproduise d'une manière fractale, donc toujours la même chose mais dans une autre proportion ou dans une autre variante, donc dans une autre fraction, donc dans une autre portion, mais toujours c'est une idée de uniformité variante qui est là derrière fractalité. Je crois que c'est un paradigme encore emprunté à la nature. Donc c'est encore dynamisme et énergie. Donc aristotélicien, à mon avis. Mais je ne sais pas ce qu'ils pensent exactement et ce qu'ils font exactement les mathématiciens quand ils parlent de fractal. Mais je sais que peintres, les artistes aussi s'intéressent à ce genre de choses. Je me demande est-ce qu'ils sont bien au courant de la chose qu'ils sont aristotéliciens en secret. Moi, je ne préfère pas être simplement aristotélicien, donc rester dans la supposition de dynamisme uniforme. Donc, là où tous les dés sont déjà d'avance jetés. C'est ça le problème avec l'aristotélicienisme. C'est un mouvement qui ne comporte pas de nouveau, pas du tout nouveau. Il n'y a pas de nouveau sous le soleil. C'est Aristote. À la fois, c'est Job de Torah. Voilà. La philosophie nous embrouille et clarifie les idées, surtout désenchante, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut chercher pour se réenchanter? Alors moi, je veux des réponses de mes rêves. Il faut que je vois finalement cette figure qui sera à mon image, ou bien je serai à son image, je serai là où j'y vais avec cette figure. Peut-être que je cherche la figure d'épiphanie de Dieu, ça aussi c'est possible, parce que je cherche l'arrêt, un accomplissement, une finition, un dernier point, donc une télos, une certaine intellectie. Aristote a tout pensé, merci Aristote, on n'arrive pas à inventer quelque chose d'autre. On est dans un piège aristotélicien. Comme une fourmi pauvre sur une bande de Möbius, mais on arrive toujours, on traverse toujours le même endroit, on se dit qu'on est toujours là, parce qu'on était avancé. Alors là, bande de Möbius, c'est l'enfer aristotélicien vu de l'extérieur, c'est-à-dire vu de notre part. Pour Aristote, c'est une véritable paradis, parce que lui, il a découvert ça. Encore une invention aristotélicienne, une bande de Möbius, tous les mathématiciens doivent arracher les cheveux, moi, d'abord, premièrement. Je n'arriverai jamais à sortir de cette histoire de nombres et de chiffres, nombre nombrant et nombre nombré. Voilà, il faut penser ça ici. Mes amis. Aujourd'hui, je suis rentré chez moi, en fait, véritablement, donc j'ai trouvé certains bouquins et certains dessins. D'abord de Ömer Uluç qui m'avait confié, ne serait-ce que des photocopies, j'étais très sélectifié. Je me souviens qu'il y avait un tas de dessins, mais j'ai choisi de chaque série, si je puis dire, ce qui serait représentatif de série. Donc, je crois qu'il y a au moins 5 séries. J'ai privilégié
l'un des séries 1, donc j'en ai pris plus de 2, 3, 4 photocopies. Ce sont des gouttes d'eau ou gouttes de sang, c'est indécidable. Et dans les autres séries, visagalité apparaît lentement. Et dans les gouttes d'eau, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de sujet central, ni dans les marges. Et il y en a deux qui sont des noirs sur blanc. Enfin, pardon, tout est en majorité noir sur donc crayon noir ou l'encre noire sur papier blanc, mais il y en a une série qui est sur un fond blanc, sur un fond noir, et un crayon blanc. À mon avis, ce sont des photocopies en négatif. Et ça donne un effet extraordinaire, effectivement, effet de visagité. J'ai même trouvé une œuvre, une partie de figurine était bousillée, est devenue une partie du mouvement, et en plus, on a donné un chiffre et formule. Les formules sont restées donc sans être rayées, mais pour moi c'est encore illisible, les alphas et tout, les racines de quelque chose. Donc il a une racine d'origine d'ingénierie et il a bien utilisé cela. Ce sont des premières impressions. Et je n'ai jamais regardé au fond ces dessins depuis que je les ai photographiés et je les ai choisis. En choisissant, je les regardais profondément. Mais une fois que je les ai mis à côté, afin que je travaille sérieusement dans un studio, et là, effectivement, c'était seulement aujourd'hui que j'ai ouvert la malle et j'ai découvert là où je les ai mis. Et donc, c'est aujourd'hui que commence grande réflexion sur le dessin de Ömer Uluç. Deuxièmement, aujourd'hui, j'ai fait une nouvelle acquisition d'une sorte de bas-relief sur cuivre. Cuivre dans la couleur de véritable cuivre, donc rougeâtre, jaunâtre. Et c'était déjà utilisé une ou deux fois dans mes vidéos. C'est une photographie que j'avais obtenue avec la permission de vendeur chez un antiquaire. Mais je le perdais très souvent, cette unique photo. Donc, j'ai voulu utiliser plusieurs fois de suite dans de différents contextes cet homme, vieil homme ottoman avec une vue imprenable sur Istanbul ancien, dans son petit coin de chambre d'écriture réchauffée avec mangal, du feu, donc avec une couvercle en cuivre, et il venait de boire 2 tasses de café parce que par terre il y avait jezve, donc il avait fait son café dans mangal, sur le feu dans la chambre, et il y avait des grandes lourds rideaux qui séparaient la fenêtre de l'intérieur, et un morceau de tapis iranien bien travaillé, et l'homme était complètement pris par son écriture. Il est en train de décrire avec l'encre tout ce qui est son écriteau, donc tout ce qu'il faut pour écrire avec l'encre sur une table justement conçue pour écrire, qu'on peut appeler écritoire, qu'on peut dire écritoire, parce que c'était pas une table normale, c'était oblique. Voilà, peut-être qu'il dessinait justement, parce qu'il a une table oblique, avec l'encre, il dessinait comme Ömer Uluç, ou bien, c'est pas du tout le style d'Ömer Uluç, parce que c'est très réaliste, très orientaliste, mais fait, non pas par un occidentaux, parce que c'est signé Garip Yokwa, un bas-relief. C'est difficile à faire, et très très bien réussi, en plus.
tous les thèmes que j'ai besoin. Une écritoire. En plus, il n'est pas du tout assis normalement sur une chaise, bien qu'il ait une table ou un écritoire. Une chaise chez les Ottomans, c'est quelque chose de très récent, donc ils n'ont pas d'habitude de s'asseoir confortablement. Donc il était assis sur une chaise comme si on s'asseyait dans une mosquée. Donc ramassant ses jambes au-dessus de son corps, donc il se sentait plus confortable ainsi. Et c'est très inhabituel de voir cela, même qu'on a vu pendant notre enfance, les vieux encore, ils habitaient, enfin ils s'asseyaient comme ça, surtout ceux qui viennent d'un village confortable. Donc, dans la ville aussi, ils étaient assis quand ils venaient chez nous, par exemple, comme visiteurs. Oui, c'est dans une peinture, dans l'art, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil et qu'on a vu rarement pendant notre enfance. Voilà, c'est un changement de culture capté encore par le raffinement de ce monsieur graveur, n'est-ce pas, gravure. Il s'agit d'une gravure sur cuir, mais plutôt bas-relief. C'est encore plus... ça rend encore plus vivant la scène, absolument magnifique. Mais j'ai payé cher parce que ça fait au moins 2-3 ans que je suis cette œuvre, ce tableau, et je connaissais à l'époque son prix, et maintenant c'est presque doublé, et je n'ai rien pu faire pour clore une histoire qui m'a pris avec son trame au moins 2-3 années. Je n'ai jamais oublié, c'est extraordinaire. J'ai trouvé facilement le même magasin, mais le décor était complètement changé. Monsieur l'acheteur, vendeur m'a prétendu que c'était des œuvres passagères mises en dépôt comme, par les propriétaires afin qu'ils soient vendus donc en dépôt, mis en dépôt, sous un contrat. Il y a un nom, mais ça m'échappe. Et il a prétendu que c'était parti. Ces œuvres-là, il n'en a plus, ça ne viendrait plus, parce que ça venait Halk Eğitim Merkezi, le centre d'éducation du peuple. Donc c'est trop communiste comme connotation. Ils sont fermés, ce genre de lieu où on travaille dans des ateliers différents. Mais je n'ai pas cru complètement à mon destin, à l'histoire qui finisse ainsi. Et j'ai demandé la permission de voir jusqu'au fin fond du magasin. Et je l'ai trouvé pendu sur notre mur, sur une colonne absent. Voilà. Il me regardait. Il était grandi, à vrai dire, je l'ai imaginé plus petit à cause de photographies. Donc, mais c'était un grand tableau. Hein. J'ai payé uniquement 100 livres turcs. C'est gratuit. Voilà. Tout est dit. Mais même avant de lire Aristote, on m'avait conté cette histoire de régression à l'infini. Et chez Aristote, qui sera un peu impossible à pratiquer, c'est une véritable idée géniale, n'est-ce pas, qui devance Kant dans ses antinomies. Vous voyez une pensée si forte que même Kant ne peut pas détourner, et même s'il était obligé de mettre en parenthèse sous forme d'antinomie. Ça, ce que j'ai dit, déjà génial concernant la compréhension de l'histoire de la philosophie à l'intérieur d'elle-même. Mais ce que je voulais dire, régression à l'infini, donc ça c'est une
encore un langage savant, mais on m'avait conté, je crois, un véritable conte concernant la conception grecque du cosmos, comment la Terre, le globe reste tel qu'il est, bien qu'il est rond. Alors pourquoi on ne tombe pas? Pourquoi ça ne se bouge pas? Parce que les sphères ne sont pas très stables. Et ça pourrait être plus agréable et logique que la Terre soit en forme de triangle pyramidal ou en un cube, un carré herbeux sacré de persans, de chiens. Toutes ces formes-là, c'est très attirant, mais on n'a que sphères, et partout des sphères en plus. Non pas Aristote, mais les primitifs, c'est-à-dire mythos, projetaient que le monde soit sphère, mais comment tenir dans le ciel divin ce sphère, c'est à travers les montagnes d'Atlas, n'est-ce pas, juste dans la colline, dans le sommet d'Atlas, il devrait y avoir au moins une bête vivante, donc quelque chose de vivant, un animal fort. Qu'est-ce qu'il y a comme animal fort qui sert à quelque chose, qui aura des grandes, je dirais, dans les cathédrales, dans la construction des cathédrales sous le toit, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a des arcades, il y a des champayanda, des arcs volants, voilà, quelque chose comme ça, une sorte d'arc volant qui va équilibrer le monde. Dans le monde naturel, il ne peut qu'y avoir qu'une ox, je dirais bœuf, oui, bœuf ou veau, un veau sacré, même double, n'est-ce pas, dans le champ de blé, on en utilise double. En turc, on dit çifte sürmek. Un double veau qui va tenir. Parce que ça va équilibrer mieux un double veau avec 4 lacs volants qui ne sont que des cornes de veau. Si je ne me trompe pas du sexe, parce que bœuf, c'est bœuf, veau, ça se mélange dans mon langage urbain. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Alors, le veuf, comment il se tient alors dans le ciel? Ben, je crois qu'une autre version mythique qui dit qu'il y a une grande tortue qui tient, c'est pas un veau avec les cornes, mais un animal qui porte sa maison sur son dos, un animal qui est connu par son longévité, qui sert à rien, mais l'animal à protection par excellence, c'est une tortue. Grande tortue, stable, immobile s'il veut, et quand il bouge, s'il veut, il peut bouger parce qu'il y a des tremblements de terre dans le monde. Voilà un conte qu'on m'avait conté une époque, très attirant. Je ne sais pas si c'est convaincant, mais pour les enfants, c'est très imagé, très joli. Alors, je trouve qu'au fond, c'est aristotélicien. Ben, parce que cette conte, même chez les enfants, excite cette question. Alors, derrière cette tortue, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, la réponse, parce que la réponse est exacte, on ne peut que multiplier la réponse en régression à l'infini, si vous voulez, en fractal. C'est-à-dire, on va donner toujours
la même réponse pourrait être exacte. On va dire qu'il y a une autre tortue qui tient cette tortue, et ainsi de suite. Il y a plusieurs tortues qui se succèdent et qui tiennent la permanence, tenir la permanence, comme dans un hôtel, dans le comptoir, tenir la permanence 24 heures sur 24 et tous les jours de l'année et tous les ans et tous les 12 ans. On ne change pas de tortue, même si on change, l'une des tortues sont mortes. On n'a pas dit ça, mais c'est très logique dans le paradigme naturel, et non pas cosmique. Nature, naturelle, dont on parle donc. Nombre, nombré, dont on parle alors. Nombre, nombrant, ça on n'a pas encore arrivé, mais ce qui fait que quelque chose tient, quelque chose de manière perpétuelle, dynamique, bien qu'il a besoin d'autre chose pour qu'il soit tenu à son tour comme une tortue. Bon, on m'avait conté cette histoire d'une manière beaucoup plus jolie et succincte. Il ne faut pas allonger, comme Aristote. Alors, ce que je vais raconter, intimement lié à ça, parce que il y a quand même une dizaine presque d'années, j'étais en vacances, après toutes ces idées un peu cauchemardesques, je suis parti, j'ai quitté mon cher Istanbul, et je me promenais dans les marchés touristiques, à vrai dire, j'ai découvert un tissu très joli, vert, un peu fade, et naturel encore. Et sur ce tissu quand même bien tissé, en qualité peut-être d'origine indienne, il y avait des figures de tortues. Très bien, tiens, j'ai étalé le tissu qui n'est pas très grand, c'est juste pour une nappe de grande table de salon. Voilà, j'ai vu plein de tortues qui se succèdent. Et d'une manière identique. Et les végétations autour se répètent. Ce sont des palmes, des dattiers, toujours identiques, et par étages succédantes, linéaires, comme écriture. Il n'y a qu'une seule lettre, c'est la tortue. Et sans aucune autre lettre, tortue se répète. Voilà une plénitude, planétarium cosmique qui est plein, qui est tissé par une imagination comme une réponse fractale, et non même pas fractale, idem, immune, exactitude, draconien. Alors, même s'il n'est pas très oriental, les figures, c'est assez neutre, les figures, mais ça peut être indien, d'origine, et se transformer comme ça, et j'ai acheté immédiatement ce morceau de tissu. J'ai acheté immédiatement à un prix un peu élevé pour une nappe de salon, mais c'était bien tissu, et c'était pas très mince chose, mais etc. Ben, j'ai photographié mille fois dans le chambre d'hôtel, à l'extérieur, sous une lumière différente, en rentrant à Istanbul, dans le salon, etc. J'ai le sommeil encore, j'ai besoin de continuer à mes rêves. J'étais heureux. Et quand je racontais une immense portion de ce que je vous avais raconté, en comptant sous forme de contes un peu contemporains, en disant que j'ai pas lu Aristote, un ami aristotélicien m'a raconté l'histoire de tortues que je ne connaissais pas, et j'achetais tout de suite en voyant un tissu de tortue. Et cet ami à qui j'ai donné cette explication fallacieuse, elle m'a demandé « Ah, c'est un cadeau pour ton ami ?» J'ai dit « Non, pas du tout, je ne peux pas donner quelque chose si précieux, si chargé de l'histoire comme cadeau. »
pour cadeau, on peut faire n'importe quoi. Donc, c'est pas si précieux que ça. Il ne m'avait pas éclairé, mais simplement répété une histoire qui se colporte dans le koiné grec. Et donc, on peut facilement accéder, c'est pas un secret aristotélicien ou qui me permettrait de sortir de cet enfer cauchemardesque d'Aristote qui est partout, même sur les nappes de table à dîner. Alors, moi, je m'arrête parce que, comme on dit en turc, là, ben burada artık teslim olmak var. Là, je me rends. Alors là, je ne battrai plus aujourd'hui au moins, je me rends. Je me rends. Ça y est, je suis fini. C'est-à-dire, je ne suis plus un homme libre. Je m'incline à votre autorité, Herrschaft. Quand je pense que la plupart des hommes perdent leur temps dans le mauvais infini, je veux dire qu'en fait, sans savoir s'il s'agit de mauvais infini ou bons infinis, ils passent leur temps dans des, disons, intensités plus ou moins concrètes du temps. C'est pas, ils ne nagent pas dans le ni mauvais infini ni dans le bon infini. On ne sait pas d'ailleurs où ils nagent, mais ils sautent, ils se laissent aller. Et c'est seulement un philosophe qui se demande s'il s'agit de bon ou mauvais infini. On ne sait pas d'avance où il fornique, où il s'affaire, où il s'accouple, où il se contracte ou des contracts. C'est ça, des moments préliminaires d'une monocellule, par exemple. C'est valable pour nous aussi, contracter et décontracter. Dans des nœuds ou dans le relais. Certains diront dans des patterns déjà dessinés, oui, parce qu'il s'agit d'une faculté capacité, donc une faculté délimite une région, donc un certain nombre de patterns, et qu'on appellerait plus tard des catégories qui, ou quand, avec qui, dans quel rapport, dans quelle modalité, etc. C'est bien connu, immanence, qu'on appelle à juste titre ou abusivement transcendance. Non pas transcendance, mais l'approche transcendantale qui peut rendre compte de l'immanence, notre immanence. C'est bien connu. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, mots infinis. On ne sait pas où on se contracte d'avance. Et personne ne peut juger d'avance. Certaines théories critiquent, bien sûr, aliénation et plusieurs autres, celle de Spinoza et de Platon, invariablement de Nietzsche, Hegel, moi, on juge. On juge chaque fois que, mais à partir de cas, quand même, on essaie de juger, non pas à partir d'une certaine abstraction d'idées selon laquelle tout le reste sera mauvais infini, c'est-à-dire fini. Alors là, voilà quelques métaphores qui marchent, qui fonctionnent dans ce domaine-là. C'est comme, enfin, je me ressemble, enfin, je me fais une certaine analogie avec le forgeron, n'est-ce pas, qui travaille avec une sette de panoplies, une panoplie d'ustensiles limités selon l'artisanat ou l'industrie et sur commande, mais il fait toujours ce qu'il fait, c'est-à-dire il répète, réitérabilité, c'est la loi en tout cas de tout artisanat et de savoir-faire. Faire quelque chose, c'est pouvoir faire encore une énième fois.
Oh mon Dieu, Nietzsche disait que pour la volonté de puissance, c'est ça, soi-disant, en fait, vouloir quelque chose en distordant, impératif catégorique de Kant, l'un de Maxime, formulation de la loi morale, fait pour affirmer la volonté de puissance, alors fait de telle sorte que ce que tu veux que tu fasses, tu le feras une énième fois, jusqu'à l'infini, sans arrêt, interminable. Voilà l'éternité comme brève. Qu'est-ce que je voulais dire? Par là, c'est perdu la ligne directrice. Alors, une énième fois, fait de sorte que ça se répète comme forgeron de concepts ou forgeron de discours, enregistrement, coup après coup, rien te peut empêcher, aucun obstacle, aucun scandale, tu es libre, tu es freidet, c'est-à-dire délivrance totale, libre, tu coules, tu dessales et tu cherches. Qu'est-ce que tu cherches? C'est Christo, oui, je cherche de Christo, mais Christo de rêve. Il n'y a pas un mot savant pour dire rêve, songe, voilà, un peu mieux, mais ça ne devient pas substantif. Rêverie, c'est encore pire. Songerie, oui, c'est comme une sonnerie. Pourquoi pas, ça me rappelle Jonas. Voilà, un signe comme sonnerie, dans une conte de Mille et une nuits, un signe insignifiant, qui peut te faire une sonnerie. Et pour tomber quoi? Pour tomber dans une piège de mauvais infinis ou bons infinis. Ça, on ne peut pas savoir d'avance. Sinon, aucune raison de vivre, comme des bêtes quadrupèdes qui n'est pas charmeux, qui ne respirent que par leurs pieds. C'est ça, vous connaissez les insectes qui respirent par les pieds, par les jambes, par les bras, par les... voilà. Un quadrupède, un crustacé, ce que j'appelle d'un nom culinaire mi-savant. Voilà, s'il s'agit de cela, alors il faut laisser vraiment aller aux vagues, aux divagues, dans un océan, s'il vous plaît, sans pollution, s'il vous plaît, et laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Dans ce cas-là, Dieu a fait son affaire d'une manière parfaite, et on n'avait pas besoin de devenir des ombres, les singes. Oui, les singes, il y a une politique des singes en communauté. Tout être vivant dans une communauté entre dans un processus de politique et de politisation et de dépolitisation qui énerve tout le monde, qui réconforte certains. Voilà, on revient à Darwin et à Nietzsche. Et réconforte, rassure les forts, les plus forts. Alors, nous, les plus faibles, chétifs, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va forger comme des forgerons avec l'industrie, avec le secret de savoir-faire irréitérable, comme une seconde nature pour lutter contre les Russes de la nature qui sont d'évidence, et de deux, le plus fort prend toute nourriture, toute orifice ou toute phallus. C'est ça, encore pire. Et donc, il faut mettre le phallus au milieu, comme dans une table de poker. La somme d'argent à gagner,
et phallus érigé non vivant, donc pas de risque de débandade. Voilà, toute femme excitée danse autour d'elle. Celle qui danse mieux gagne dans la loterie. Voilà, nature. Nature chez l'homme. L'homme dans la nature. On est toujours dans la nature, mais on a une approche différente quand même. Voilà, mauvais infini. Comment on peut savoir si ce que je décris de manière succincte, est-ce une mauvaise infinie? Non. C'est une comment on dit, train de la vie, quoi, dit tiens, bah oui, il faut choisir entre la nourriture terrestre, ce phallus, l'autre phallus, ou cet orifice et l'autre orifice, ou ce parfum, ce senteur de bois, oui, ce paille comme toi, comme accent circonflexe, cette voix en corde, ce corps en courbure, de portions, de coupures sur le cône, sur le cône, différemment ondulé. Voilà, nous avons le choix dans le mauvais infini, dans le bon infini aussi. Il faut superposer, à mon avis, et dire non à ce divorce entre les infinis, parce que tout infini a une seule définition que j'ai donnée ce matin à partir de mon rêve, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun, sauf l'abstraction faite par nous, aucune des infinis, dans n'importe quel moment. S'il y a des moments d'infini, voilà philosophie. Y a-t-il des morceaux, des points pointillés de l'infini? On dessine en géométrie l'infini pointillé, avec une ligne pointillée. Est-ce qu'on a le droit de supposer des points précis, identifiables sur l'infini, sur le plan d'infini? Y a-t-il un plan d'infini? C'est ça le grand problème, mes chers enfants. Oui, c'est une grande piège de philosophiquement, logiquement parler des points dans l'infini. Ça ne peut pas exister. Si l'infini est déjà là et en bloc, aucune partie n'existe en bloc comme l'éternel ou éternité, et donc ça devrait être forcément en dehors de nous que nous bougeons dans les partes extra-partes. Voilà une autre. Malheureusement, voilà une autre démonstration de l'existence de Dieu en tant qu'infini qui sera hors de nous, c'est-à-dire triangle reconstitué. Moi, autre chose, Dieu, autre chose, cosmos, partes extra, partes, c'est autre chose. Oh là là, le judaïsme a gagné contre Aristote. Match continue. Alors, j'ai découvert une source d'eau au-dessus d'un parking de 4 étages au sous-sol et en plus 2 étages sur la terre. L'entrée 0, etc. Bon, je n'étais pas descendu si profond dans le bas fond d'une ville qui est la mienne. Il suffit de prendre l'ascenseur et descendre dans la source d'eau, n'est-ce pas? Pour aller pour être tourmenté justement de la vue de cette source qui n'est qu'une méduse, n'est-ce pas? Pour aller et être médusé, immédiatement devenir aveugle devant le chiffrante, nombrante, naturante, source ressourçante et une pluie qui s'épuise, qui puise ses sources de ce puits même. Donc il y a une circulation
apparemment interminable, comme on appelle ça, d'Everyday Motor, voilà, une source d'énergie qui ne se renouvelle que par soi-même. J'ai découvert finalement l'invention du siècle et de tous les siècles passés et d'avenir. Il n'y a qu'un organisme qui se nourrit d'elle-même sans avoir une extériorité que de sa structure de circulation. Même si on peut parler d'un intérieur et de l'extérieur, car il y a encore un mouvement circulaire, mais c'est un mouvement idéal ou parfait, donc on ne peut pas dire qu'il y a un passage de l'extérieur. C'est la source même. Quand on utilise de ces mots, on ne sait pas en philosophie de quoi parle-t-on exactement. On parle d'un principe d'identité, mais j'ai vu avec ses yeux mortels le principe d'identité qui me suffit largement dans une parking et dans mon quartier en plus. Quand il s'agit de sonorité, je ne sais pas si c'est bien ou mauvais, mais pour l'instant ça va parce qu'on n'entend pas ma voix. Il y a tellement une publicité publique, un appel aux idoles de la marché de Francis Bacon que moi je peux négligé dans cette vie. Je suis très très content d'être un chiffre, seulement un chiffre négligeable dans cette vie. Finalement j'ai trouvé ce que je n'ai même pas espéré, c'est-à-dire quelque chose sous-cutané, je dirais même, comment dirais-je, névralgique, quelque chose sous-cutané, névralgique, un point névralgique de la ville et de mon cœur, encore point névralgique là où on ne sent même pas, on est insensible, c'est-à-dire le point insensé à partir duquel toute la sensibilité s'ouvre d'abord par elle-même, à elle-même, par elle-même et à l'extérieur, pour se perdre, pour s'expérimenter, pour recevoir dans ces limites-là. Moi, j'ai atteint à mes limites, je crois. Ce point insensé, point névralgique, à la fois de mon corps et à la fois de mon environnement transcendantalement ressourcé et renouvelé chaque jour grâce à Dieu, n'est-ce pas? Et il faut chercher aussi la définition de Dieu. On a toujours une définition imparfaite de Dieu. Mais Dieu, pour être parfait, ce n'est pas l'unicité seulement qui lui manque, ou bien remplirait immédiatement cette perfection, mais le véritable Dieu doit accompagner strictement dans son identité à tous les créateurs. Donc, il devrait accompagner dans sa substance et dans ses possibilités et dans son passé, s'il y a une évolution divine. Et s'il est un et immobile, alors nous portons Dieu, nous portons quelque chose qui est importable. Et comme un immobilier urbain, je ne peux pas porter Dieu. Alors, où placer Dieu? Donc, dans une mince interstice entre deux lobes de mon cerveau, oui, il a une place là, à condition qu'il pèse très léger. Donc, même quelque chose soit éthéré, une matière subtile, digne de Dieu, voilà, ça, à condition de ça, comme un chip électronique, circuit de haute technologie, là, je peux le porter comme un enregistrateur parfait et sans avoir pas besoin d'une source
d'énergie extérieure, qui c'est une ressource. Voilà, on ne peut pas être plus clair dans les définitions. C'est grâce à la philosophie et la technique terminologique que, bien que nous critiquons beaucoup en plusieurs endroits, la philosophie occidentale métaphysique, ça nous sert dans notre univers clos, en tout cas, clos. C'est valable dans un univers clos. Dans les univers ouverts, ça, on ne le connaît pas encore. Il faut rencontrer avec autre. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Il ne faut pas trop espérer dans une même journée, quand même. Ce serait trop. Je ne peux pas porter ça.